Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du Tais-toi je tourne, le TTJT en compagnie de vos fidèles serviteurs Lorenzo Garnieri en chaussettes une fois encore. Bonjour Lorenzo. Bonsoir Simon. Hop là. Voilà, celui qui ne Comme au res- prince. voilà, celui qui ne respecte pas la consigne d'enlever ses chaussures à l'entrée de mon Ah, appartement, Thomas Je suis Rollin. pour la rébellion, bonjour à tous, vive les chaussures, Thomas, notre Che Guevara à tous. bien sûr. Alors, à la suite du dernière émission que nous avions faite sur l'hypothétique César de la comédie, on voulait revenir sur cette 41e cérémonie. Donc, à l'heure où on enregistre, elle a été diffusée il y a une semaine déjà, donc on a pu faire plusieurs observations. Alors, j'en ai noté 3 notamment. Il y a une américanisation certaine du cérémonial qui consiste au micro au milieu de la scène, face publique, qui oblige les lauréats à faire leur discours debout, comme Et plus rapidement. Enfin, debout, sans le pupitre qui est Oui. devant, le compte à rebours. Oui, du coup ça oblige à être plus rapide, parce Être que beaucoup comme plus tu n'as pas rapide. le temps de poser Question ton de petit rythme, César et de t'appuyer, histoire Voilà. de chercher tes mots, ça aide à une meilleure fluidité dans le discours. Exactement. Mais Non, cela c'est- dit, ça a été respecté plus ou moins. Plus ou moins ce que je disais, parce qu'il y a certains lauréats qui ont allègrement dépassé leur, Ouais, bien sûr. leur quota. C'était, on entend la musique, mais Voilà. ferme quoi. Et notamment des interventions rapides et moins intrusives du maître de cérémonie que les autres années. C'est Florent vrai. Foresti a été une maître de cérémonie assez dynamique et, Et assez discrète. sobre, voilà. Et très sobre. C'est Ouais. tout à son honneur. Je trouve qu'elle a C'est-à-dire fait un- qu'il n'y a pas eu de sketch qui nous ont marqués, Mm. qui vont devenir cultes comme l'ont été certains avant, Laurent Lafitte, quelque chose comme ça, mais au moins il n'y a pas eu de grosses foirades, quoi. Mm. On s'est pas dit là, putain, quelle honte les Césars quand même. Tu n'es pas d'accord? Non, mais j'ai oublié le nom de celui qui a intervenu Ah oui, non, avec juste- la réalisation d'Emmanuel Berco. Oui, il y a juste le mec qui a mis 3 plombs à faire son sketch. C'était juste Ouais. là, tu te souviens, on regardait notre montre, on se dit, quand est-ce que t'as fini bonsoir quoi. Voilà. Oui, non, c'est vrai que là c'était un truc. Juste ça. Mais Oh, sinon, j'aurais c'était- aimé l'oublier de ma mémoire, j'ai pas pu le finir. Non, Il j'ai revient. pas réussi. Ouais. Et après ça, nous avons observé le palmarès de cette année, donc pour les récompenses les plus prestigieuses, donc le César du meilleur film à Fatima de Philippe Faucon, César du meilleur réalisateur à Arnaud Desplechin pour 3 souvenirs de ma jeunesse, César du meilleur acteur à Vincent Lindon qui est mérité pour l'ensemble de sa carrière plus que pour le film dont il a été récompensé, je trouve, et César de la meilleure actrice à Catherine Fro pour Marguerite de Xavier Giannoli. Et enfin 4 Césars pour Mustang, dont celui du meilleur premier film. Donc en analysant ces résultats, l'idée nous est venue ensemble d'avoir cette petite conversation qui s'intitule « Est-ce que les Césars sont-ils devenus la cérémonie Télérama ?» Voilà. Vaste question. Je vais vous laisser peut-être commencer par toi Lorenzo. Déjà, Ouais. je vois qu'une fois de plus tu as des fiches Bah, à il faut nous lire. définir. Et c'est ça, aussi, le festival et Télérama. voilà, définir aussi qu'est-ce que selon vous est la ligne éditoriale de Télérama, leur esprit critique. Avant de laisser, avant de débattre, de savoir qu'est-ce que la ligne Télérama, pourquoi, moi déjà je fais un constat dans ces Tu Césars. fais un constat. Quel est ce constat, Lorenzo? Ben, la rentabilité. La rentabilité, alors attention, faut bien partager. Il y a des films que je vais dire, des films français qui sont rentables, qui sont pas forcément des films bons mais qui ont été rentables, et pour faire un petit lien avec la comédie, et des films et de la rentabilité des films des Césars. Je regarde les Césars, je vois en meilleur film, uniquement en meilleur film, je vois Dipan, qui n'est pas rentable, qui est un des films les moins rentables du cinéma français de 2015. Au même titre que Pourquoi j'ai pas mangé de mon père de Jamel Debbouze. Donc c'est pour vous dire à quel niveau. Sauf que Debbouze, là, je lui trouve une excuse, c'est qu'il coûtait plus cher que Dipan. 8 millions d'euros, hein, Dipan. Et 26 Mais, millions pour... mais beaucoup plus accessible. Il est beaucoup plus accessible. Dipan, il n'y a pas une tête d'affiche, les acteurs sortent de on ne sait où, tu vois. Ça parle, c'est principalement sous-titré la plupart du temps. Non, beaucoup plus risqué quand même. Oui, Il y a un pari. Il y a un parti pris et un pari beaucoup plus.
Après, Fatima n'a pas été rentable. Ça- Pas trop cher, mais pas Fatima, pas rentable. La loi du marché a été rentable. Je voulais juste faire un Mais petit parce parenthèse. que excellente promo et parce que le prix à Cannes de Vincent Ladon a beaucoup aidé à ça. Oui, Sinon, je bien pense sûr. pas qu'il aurait été rentable. Il a Mais doublé. Lindon est un acteur très populaire. On Ouais, dit, acteur très c'est- populaire, c'est pas, il fait pas partie de nos vedettes sur lesquelles on s'extasie, mais ses films. Il a une beaucoup fanbase aimé. qui revient constamment. Beaucoup aimé par le public, bien sûr. Il est beaucoup Ce n'est aussi, pas étonnant de voir Vincent Lindon parmi les Pour ma part, j'aime qui beaucoup d'ailleurs marchent. ce qu'il fait. Ouais, tout à Oui, fait. bien sûr, c'est un excellent acteur aussi. Marguerite, j'ai pas les chiffres. Je ne peux pas vous dire. Mais si il a c'était enfin, il rentable est ou pas. à un peu moins de 2 millions d'entrées. La En loi du plus, marché. il va. Non, non, Marguerite, Marguerite. il a Oh. 1 million. Alors, la date où je l'ai prise, parce qu'il faut faire attention sur les chiffres, ça peut augmenter depuis le. Quand ce sera diffusé, on a 1 million de spectateurs, 1 ouais. million 56 000. Mais quand je dis attention, faut voir après. Parce que là, il ça va peut ressortir changer. à l'occasion du César de Catherine Crowe, je pense. Mon Roi n'a pas du tout été rentable, je crois qu'elle a remboursé que la moitié. Le Mhm. film a été 745 000 entrées à l'heure où je parle. Mustang a été rentable, ils ont doublé, mais bon, ça Film à petit budget. Hein. film à petit Voilà. budget. La tête haute n'a pas été rentable, mais ça se joue à un rien. Et il a coûté 5 millions d'euros. 5 millions d'euros D'accord. et 706 000 entrées. Et 3 souvenirs de ma jeunesse de Desplechin a coûté 4 millions d'euros et n'a pas du tout été rentable, mais très très loin. Il a fait 216 000 entrées. Donc on précise que les chiffres que tu as, ils viennent de IMDB, c'est ça? Il vient de JP Box, pardon. JP Box, autant pour moi. D'accord. JP Box. Et là, par contre, c'est un auditeur qui m'a envoyé ces chiffres-là. Qu'on salue. Quand on parlait, qu'on salue. Belle Bonjour après-midi. Benjamin. Ah. Bonjour Benjamin. On vient de te griller là. Qui m'a envoyé ces chiffres qui sont intéressants parce qu'on parlait de la loi du marché. Donc, donc les 8 films français rentables. En fait, j'en ai 10, mais j'ai un doute sur 2. On a fait une recherche et j'ai des Ah. doutes sur 2. Dis-nous. Mais alors, la loi du marché, Parce que petit budget. parce que petit budget. Mustang. Babysitting 2 Oui. a été rentable. Connasse, Princesse des Cœurs. Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Papa ou Maman. Les Profs 2. Et en 8ème position, Les Souvenirs. C'est-à-dire que sur ces 8 films-là, il y a 2 films qu'on retrouve au César. Les Souvenirs, qui est un petit ovni qui n'a pas eu sa place, d'ailleurs. Et on va commencer à... Et ensuite, le reste, c'est 5 films comiques. Sachant que les 2 films dont je n'ai pas parlé, parce que j'ai un doute sur leur rentabilité, ce sont 2 films comiques aussi. C'est Une heure de tranquillité adaptée de la pièce de Florian Zeller. Tout à fait. Avec Clavier et Un peu beaucoup aveuglément, qui est le premier film réalisé par Clovis Cornillac. Tout à fait. Ouais. Et voilà, ce sont 2 films comiques, mais comme je disais, j'ai des doutes sur leur rentabilité, donc je ne vais pas m'étaler. Donc voilà, j'ai fait un comparatif entre ce qu'on voit au César et ce qui marche en salle. France. Et on voit qu'il y a, mis à part Mustang et La Loi du Marché, il y a quand même un fossé, quoi. Oui, puisque Fatima, qui est nommé César du meilleur film, n'est Et pas, parce que tu n'est sais. pas rentable. Oui. Non, mais parce qu'on sait très bien que pour eux, les gens les votant au César, ce n'est pas un critère qui rentre en ligne de compte, puisque évidemment, ils ont toujours opposé ces films-là aux films dits commerciaux qu'ils conchient depuis la nuit des temps. Parce que pour eux, un film commercial est un film qui se prostitue ou qui fait du racolage. Donc forcément, c'est leur fierté à eux de se dire on récompense des films qui ne marchent pas, mais parce qu'on sait que ce sont les meilleurs films, tu vois, selon leurs critères artistiques. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Bon, c'est vrai que c'est une ligne idéologique, et il y a une époque où allier un succès populaire avec la qualité d'un bon film n'était pas antinomique. On se souvient que les films de Belmondo cartonnaient, les films de Clouzot cartonnaient, tous ces films-là cartonnaient. Il n'y avait pas la bande des petits gardiens du temple à dire oui, mais ces films-là, ce sont des films On en a parlé commerciaux, dégueulasses, machin, tout ça. On en a parlé il n'y a pas si longtemps encore, on y trouvait Le Dîner de Con, on y trouvait Les Bien Ripoux, sûr. on y trouvait de bons films, et là c'est vrai que ça fait quelques temps. Déjà, on y retrouve My Way, on y retrouve Audiard, alors ils sont bons, hein, je veux pas... Je crois que les derniers... Bon, après, ils ont récompensé The Artist aussi. Oui. The Artist a été un carton. C'était une grosse année, hein, Voilà. il faut pas... C'était une très très bonne je année. veux Enfin, plus- c'était une année très intéressante. Très parce que C'était intéressante, l'année ouais. d'Intouchable, l'année de Police et de La Guerre à déclarer. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on avait les récompenses du public, le gros succès Intouchable, Mhm. et tous les 2 films encensés par la critique et par Cannes, La Guerre à déclarer et Police. Donc là, c'était vraiment l'année... et c'est The Artist qui est sorti, évidemment. Mais c'est pour ça que je veux pas... Voilà, cette année était exceptionnelle, mais je veux pas qu'on reste là-dessus, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, je sais hein, que c'est pas ce que tu es en train de faire, hein, mais c'est le constat que je fais, que beaucoup de gens disent non, mais le cinéma français marche,
et on reçoit encore Intouchable, ces films-là. Bien Alors sûr. que quand je regarde les chiffres, c'est pas pour rien que j'ai commencé mon intro, que j'ai commencé avec ça, c'est que je vois le film populaire, c'est du film comique, on va pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière émission, mais on voit du film populaire qui marche avec du comique, et de l'autre côté, on voit du film Télérama, c'est là où on va le définir, Mhm. qui nous sort du film d'auteur, mais basé sur du film faussement engagé, parce que c'est du film faussement engagé. Quand je dis pourquoi Les Souvenirs, c'est le seul film, je ne comprends pas pourquoi, parce que ce film n'est pas commercial, même s'il est dessiné, parce que c'est un produit fini, donc c'est un produit qui est fait pour une commercialisation, mais qui n'est pas social, qui nous parle à tous, qui n'est pas forcément comique, qui essaie de jouer avec tous, mais finalement que les Césars ont boudé, et je pense qu'on peut en trouver d'autres, Mhm. parce qu'il n'y a pas l'engagement comme il y a eu dans Mustang, comme il y a eu dans La Loi du Marché, qui est un bon film, comme il y a eu dans Deep Pan, etc., etc. Oui, c'est-à-dire qu'en regardant le palmarès des Césars, on peut noter de prime abord un total manque de cohérence, parce que Desplechin, qui a été sans doute l'un des films les plus nommés, n'a rien eu pendant toute la cérémonie, mais là c'est d'un coup on sort Desplechin du chapeau. Tout à fait. Alors on s'attend du coup à ce que ce soit le meilleur film, mais non, on sort Fatima, qui a eu juste avant, je crois, le César de la meilleure adaptation. La meilleure Basta. adaptation, ouais. Il y a Voilà, pas de et meilleure une actrice, une Sur, espoir. mais Un bien espoir, sûr. voilà. Mhm. Mais tu vois, c'est totalement. On se dit, mais comment vous avez branlé votre série, votre cérémonie cette année en mode école des fans en fait. Tout le C'est vrai monde que va c'est un gagner. peu particulier dans Mais- le sens où chaque année il y a un film Soit il y a un film qui qui décroche bouge tout. Oui. soit c'est Comme ça a réparti. été Quoi. le Et c'est vrai que prophète, là, c'est quand on se rend compte des thèmes de chacun de ces films, et ben finalement la cohérence est là quoi. Oui. Et c'est-à-dire qu'on va explorer toute la sociologie de la société française Mhm. à travers soit l'immigration, soit la pauvreté, soit tout ça. Et on se rend compte que même un Jacques Audiard, que je pense ici on est beaucoup à défendre, Mhm. qui a une mise en scène beaucoup plus rentre dedans et percutante, et parfois on dit qu'il s'éloigne du film d'auteur pour faire du film de genre, notamment avec un prophète. Là, il est rentré à fond la caisse, quoi. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un immigré tamoul, Mhm. obligé de se faire passer pour le mari d'une femme qui n'est pas la sienne et de, en plus, emmener un enfant avec eux dans ses bagages pour se retrouver dans une cité de l'Île-de-France. Voilà, lui aussi recommence à foncer tête baissée dans ce Mhm. domaine. C'est l'une des rares fois où il traite ce sujet-là de façon si frontale, quoi. C'est frontal, ouais, tout à fait, parce qu'il a Il toujours... n'a rien eu. Oui, par contre. Je pense qu'après, il y a eu quand même des petites surprises assez sympathiques, quoi. Comme on disait pour Vincent Lindon, ou comme... Ouais. Bon, on s'y attendait plus ou moins, Vincent Lindon, c'est un moment que... Ouais, c'était notre DiCaprio à nous, quoi. Ouais, c'est ça, enfin... Oui, ils ont tout, enfin, l'Académie a trouvé une opportunité de enfin le récompenser. Mais moi, j'ai envie de poser cette question, c'est que les Césars cette année, c'est pour brosser le portrait du cinéma français, est-ce que finalement, les films qui ont été nommés, est-ce que finalement, on n'a pas envie de se dire, finalement, il n'y a que ça? Bah, c'est... Oui. Tu vois, Oui, vous oui, voyez ma c'est- question, est-ce que finalement, il n'y a pas que ça, quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bah, en partant du principe qu'on a tendance à dire que les Césars, même les Oscars, c'est un récapitulatif de ce qui a eu lieu, Ouais. et on se dit, bon bah, et comme c'est généralement les mêmes films qui sont nommés dans chaque catégorie, Oui. ouais, c'est vrai, tu peux dire que Après, c'est comme ça. tu peux dire que c'est un récap. Pour moi, je parle plus de marqueurs idéologiques. Parce Mm. qu'il y a eu des années où ce ne sont ni des films comiques ou des films d'auteur qui ont fait le haut du panier. Il y a eu notamment l'année où Le Pacte des Loups a été un énorme succès en France. Ce film-là a été snobé par les Césars. Tu vois, c'est-à-dire que d'un coup, c'est trop risqué de le faire entrer dans notre petit cercle d'amis, de famille, tout ça, parce qu'il correspond absolument pas à ce qu'on a envie de défendre au cinéma. Et on peut voir qu'il y a parfois dans les cérémonies on va dire le vilain petit canard qui sort du lot. Parfois c'était là c'était l'affaire Esquin par exemple, là, un polar Ouais. et qui faisait totalement tâche par rapport à tout ce qui l'entourait. Tu peux parler de autour, tu Kéron vois. aussi, tu peux parler de Nous trois ou rien, qui a été Oui, le mais ça, premier c'est- film et qui a été vite enterré, on n'a pas voulu trop en parler. Ouais, mais ça, moi, quand tu lis l'intrigue du film de Kéron, on est dans ce que les gens aiment, hein, du social, Oui. du Oui, il était comique. complètement dans Et l'activité, tandis dans que l'affaire l'économie. Esquin, c'est quand même un film qui est loin d'être une comédie sur le papier. Non. Et je vois pas. Qui parlait ce de qu'ils Carstream, font- d'ailleurs.
Non, ça c'est... C'est l'enquête, pardon, c'est l'enquête avec Le Raskin, c'est sur Guy Georges. Guy Georges, Tu oui, vois, côté, tueur en série, on pourrait en faire des films de tueurs en série en France. On Ouais. n'en fait pas. Bon. Parce que Il y a si, beaucoup de films qu'on ne fait pas, rien que sur, Oui, bien sûr. rien que sur l'histoire. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, le Pacte des loups, c'est vrai que c'est. Et c'est vrai qu'on pourrait y croire, enfin, c'est vrai que c'est un peu dur quand on a l'envie d'un cinéma, je pense, alternatif, de défendre cette idée, puisqu'en fait, le réel nous saute à la gueule en disant, bah, vous regardez ce qui marche chez Kev Adams en ce moment, Oui. avec les profs les et profs Aladdin, Aladdin, ouais. et ce que l'industrie récompense, c'est les films qui ne marchent pas. Donc, en fait, c'est un rouleau compresseur, et nous, on est entre eux, quoi. Et quand on essaie de défendre un film, bah, il se fait écraser par les deux Il côtés. s'est fait écraser. Il y a des Voilà. films. Par exemple, il y a un film, moi je pense à Carillon qui avait fait en mai Oui. qui te plaît, qui Bah voilà, est qui traitait complètement de la passé guerre. inaperçu, ouais. Absolument, Et puis on est en plein dedans. absolument pas de promotion. Oui. Une exposition en salle, je pense, honnête, mais pas folichonne quand on connaît le bonhomme et ce qu'il a fait avant. Non, c'est vrai, ce film-là est passé à la trappe. Complètement la trappe. Pourtant, il est d'actualité, il est doublement d'actualité parce qu'il est traité de 14-18, que je dise pas de bêtises. Ou 39-45. Et c'était surtout sur les. Je pense que sur c'était encore les nazis. C'était encore une nazie Ouais, 39-45. je pourrais pas être. Et je sais que c'était surtout sur les exodes, les gens qui Ouais, perdaient. voilà. Et on est dans l'actualité. Et ce film a été complètement, mais complètement passé à la trappe, ne serait-ce au niveau des médias, parce qu'on va parler des médias aussi. Parce que ça participe à ça, évidemment. Parce que Télérama, en fait, c'est le penchant des autres médias. C'est-à-dire que maintenant, chaque média, c'est pas pour dire, voilà, Télérama, il y a pas pour l'accuser, mais c'est un média qui défend ses films, comme TF1 défend ses films, M6 défend ses films. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une main basse de la télé. La télé a une emprise, les médias ont une emprise sur le cinéma français qui l'empêche de grandir. Dès qu'on donne un projet qui dépasse un peu trop certains chiffres, le média français prend la main. Télérama. Moi, je couplerais pas les deux, télé et Télérama, si tu veux, parce que je pense que là où la télé a un rôle pour moi néfaste dans le cinéma français, c'est que comme elle finance principalement, c'est elle qui est la principale source de financement des films. Si tu veux, la logique des chaînes de télé, c'est de dire bah, on va financer des films qu'on va diffuser. Et qu'est-ce qui nous ferait plaisir en plus, c'est de diffuser des films avec nos jeunes pousses. Donc c'est pour ça que la plupart passent tous par Canal+, parce que ça permet d'être un tremplin pour après jouer dans les films que va produire Canal+. Donc là, si tu veux, la télé pour moi a cette espèce de rôle néfaste d'uniformisation de tout et justement pour le coup de ne pas prendre de risques. Par contre, l'idéologie Télérama, pour moi, découle de la nouvelle vague. C'est de cette nouvelle vague qui nous pollue la vie depuis les années 60, dont on n'arrive toujours pas à se débarrasser, et qui a petit à petit enterré tous ceux qui voulaient faire du cinéma alternatif. Les gens ont dit non, le cinéma, nous, notre fierté de la France, du cinéma français, c'est la nouvelle vague. Il faut que tous les auteurs, les pseudo-auteurs, s'en revendiquent et s'en imprègnent pour faire du cinéma. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Ça, c'est Télérama, pour le coup. Parce que justement, maintenant, la nouvelle vague, c'est qu'il y a ces gens... Maintenant, la nouvelle vague, c'est pas devenu une espèce de pub, plus une espèce de carte de visite de snobisme, de dire je suis de la nouvelle vague. Parce que maintenant, tous les réalisateurs se revendiquent de la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est quand on analyse bien, il y a de tout, il y a à boire et à manger dedans. Il y a des bons films, des très mauvais. Si tu me permets une citation, je vais te citer Claude Chabrol, qui est quand même l'un des pères fondateurs de la nouvelle vague. Il a dit, vous savez, si on fait le bilan, dans la nouvelle vague, il y a 90% des films qui sont à chier. Voilà. Mais il y en a qui n'arrivent pas à avoir ce recul. Ils n'ont pas ce recul, mais parce que la nouvelle vague était des tests à l'époque. Il faut bien préciser que c'était des gens qui crachaient déjà sur les gens en place à l'époque. Lautner, Grangier, Verneuil, Clouzot, qui se sont pris plein la tête. Donc du coup, qui ont fait leur petit film à eux, il y a du bon, mais comme tu disais, 10% de la nouvelle vague est bonne. 90%, 10% est regardable, 90% et c'est une sorte d'expérimentation qu'on ne comprend plus, qu'on ne comprend pas l'intérêt, sauf qu'aujourd'hui c'est récupéré. Le nouvel Hollywood, à Hollywood, si on fait un parallèle, parce que comme par hasard les César et les Oscars sont tombés le même week-end, il y a eu un parallèle, le nouvel Hollywood a lancé de nouveaux talents.
certains très bons, d'autres moins bons, mais a permis le lancement de nouvelles générations et une sorte de passement de témoins, de relais et d'évolution du cinéma. Et aujourd'hui, on voit aux Oscars qu'on voit des films, bon, on voit du Iñárritu, on voit du Spotlight, on voit de ce genre de films, mais on voit aussi du Mad Max. Bien sûr. On voit quand même du Tarantino avec Ennio Morricone. Ça, c'est, on va dire, si on peut louer la nouvelle vague pour un truc, c'est d'avoir inspiré les réalisateurs outre-Atlantique, Coppola, Scorsese, De Palma, qui ont su récupérer, s'inspirer de ce mouvement, proposer des trucs nouveaux, des belles nouveautés. Maintenant, le procès que moi je fais à la nouvelle vague et sur lequel je ne lui pardonnerai jamais, c'est qu'il a imposé ses visions, ses desiderata sur ce que devait être le cinéma, et il a enterré tout ce qui s'était fait avant, en fait. C'est-à-dire que pour eux, le cinéma ne commence qu'à l'instant où la nouvelle vague est arrivée. Et ce qui fait qu'on n'a plus, si tu veux, cet équilibre. Tu avais les films de la nouvelle vague, que les gens aiment pas, on s'en fout, tu vois. Mais tu pouvais en avoir une partie et à côté, faire en sorte que des gens qui voulaient perpétuer l'héritage de Clouzot, de Franju, de ces mecs comme ça, puissent aussi continuer à faire leurs films. La nouvelle vague a dit non, vous n'avez pas votre place chez nous. Et du coup, l'industrie s'est retournée contre ça. Les médias ont enquillé, ont suivi le pas, et voilà, maintenant ça nous donne le résultat, le cinéma qu'on a là. Et que totalement c'est cloisonné. un cinéma sclérosé. Mais justement, est-ce que le cinéma moderne, le cinéma français moderne, ne devrait pas à un moment donné se réveiller, essayer de donner un peu plus de liberté maintenant? Est-ce que c'est ça? Parce qu'on parle de nouvelle vague, on parle des années 60, je veux dire. On n'est plus dans le débat, ce que je vois, c'est qu'on n'est plus dans ce débat du quel cinéma, l'acteur, on parlait en off de The Revenant, l'école anglaise contre l'acteur studio, quand on compare Hardy et DiCaprio, quand on compare Dustin Hoffman ou Laurence Olivier, quand on compare des réalisateurs, des façons de tourner. Aujourd'hui, on n'en est plus là en France. Aujourd'hui, on est dans le constat, et même des auditeurs, des spectateurs nous l'ont fait remarquer, qu'aujourd'hui, c'est soit du comique, je ressors sur le film, sur l'émission qu'on a fait, soit de l'auteur, du film d'auteur cloisonné, nouvelle vague, où il n'y a plus moyen d'éclore, de sortir des nouveautés, et du film comique, bon ben voilà, où la télé défend son bout de gras, parce que quand on claque 12 millions d'euros, on a envie d'avoir retour sur investissement. On fait de 12 millions d'euros, c'est pour faire de l'argent. On a surtout envie d'être diffusé à 20h50. Et dans l'idée de diffuser à 20h50, tout à fait, pour faire de la publicité. Donc donc oui, Télérama... si tu veux... on n'en est même plus dans cette dichotomie-là, puisque aujourd'hui, tu te rends compte que même l'actrice de Fatima n'est même pas une actrice de base, tu vois. Non. C'est-à-dire qu'on se dirige tellement vers mais en plus, c'est ça, on a renoncé à toute envie artistique, quoi. Non, c'est-à-dire vers un faut cinéma du réel et du social. Voilà. Et tu parles et évidemment, comme le réel, c'est moche, on s'autorise à faire des films moches, parce que c'est ça aussi qui caractérise les films qui sont césarisés, c'est la laideur mais esthétique, tu vois. Mais bon, certains vont te dire oui, mais nous sommes dans le réel, donc tu vois, le réel c'est la vie, donc la vie c'est moche, donc c'est pour ça. Bon, c'est un choix, mais le problème c'est que les gens qui ne seraient pas en accord avec ce choix-là n'ont pas leur mot à dire, tu vois. Et limite, eux, ils se font encore plus tenser quand ils essayent de faire des belles images. Et là, je ressors l'interview de Jean-Pierre Jeunet qui avait dit 90% des films français sont laids, mais on va me faire chier moi parce que j'essaye de faire des trucs un peu plus léchés, quoi. Et c'est comme à l'époque, on avait dit que la pyramide du Louvre, c'était laid parce que c'était le truc le plus beau qu'on ait jamais fait. Par contre, il y a des chiottes publiques partout dans Paname, et ça, personne ne se plaint alors que c'est un monument de laideur. Et des pissotières. Voilà, des pissotières partout. Et en fait, il dit, bah ouais, mais c'est parce que les films français sont des films de pissotières, quoi. Le Jeunet, on voit très bien le revirement de situation qu'il a fait. Et voilà, il a essayé de faire des films. Bon, le Dimanche de fiançailles, je pense qu'on peut en débattre très longtemps dessus. Et donc, il est passé à Et regardez à chaque fois comment un mec comme Jeunet, un mec comme Carion se bouffe l'industrie dans la gueule, quoi. Eux, c'est un mec comme Marshall, Olivier Marshall, quand il fait 36, il s'en prend plein la tronche de tous ces gens qui ne veulent pas revoir ce genre de cinéma arriver. En plus, fait par un flic, un ex-flic. Qui connaît bien le métier. Tu sens en plus le mépris social de ces mecs qui disent non mais attends, je comprends pas, on était entre nous jusque-là, comment ça se fait qu'un mec qui vient de la qui police, s'y connaissent en plus, qui connaît le métier. Comment ça se fait qu'il d'un coup il vient bouffer notre plate-bande, tu vois, c'est un vrai...
Ben là, c'est intéressant parce qu'en plus, là, tu vois, c'est que le cinéma se refuse, le cinéma français, voilà, en parlant, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi on critique autant le cinéma français. C'est que le cinéma français est fait par des gens qui ne connaissent pas la vie, finalement, qui a été... Je sais pas si Daniel Thompson est déjà sorti du 16e arrondissement, pour tout te dire. On est d'accord. Je ne sais pas, faudrait lui demander, c'est intéressant. Alors que des gens comme Olivier Marchal, ils étaient sur le terrain, ils savent. Ouais. Simon, toi, tu avais une anecdote intéressante sur je crois que c'était Alexandre Astier qui parlait de la différence entre le policier français et le policier américain. Et après on coupera parce qu'après on va dépasser le délai de la vidéo. Astier, il raconte ça par rapport à Hit de Michael Mann, où on lui demandait mais pourquoi les flics américains au cinéma sont beaucoup plus crédibles que les flics français au cinéma dans les séries. Oh, Navarro, il est crédible. Et il explique, il donne l'exemple d'Al Pacino dans Hit. Qu'est-ce que fait un flic français quand il rentre dans une scène de crime? Première chose qu'il va faire, c'est oh mon Dieu, c'est horrible, il faut retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Pacino dans Hit, quand il voit la scène de crime, première chose qu'il fait, il regarde sa montre, il regarde la scène de crime, comme ça, puis il va dire bon, fouillez ça, on se casse. Il fait son job. Alors qu'un flic français va s'émouvoir, et c'est la différence qu'il y a entre le pathos, on va chercher l'émotion à travers l'émotion du public à travers l'émotion du comédien, et il faut que ce soit entre guillemets sincère, il faut qu'on soit touché, alors que aux États-Unis, non, c'est un flic qui fait son job. Parce que dans le cinéma français, il faut toujours être dans l'introspection, tu vois. Avant de raconter une histoire, on parle d'être humain, tu comprends. Oui. Et c'est ça, et c'est pour ça que j'en parlais avant qu'on fasse l'émission à Simon. J'avais vu l'interview un jour de Philippe Faucon. Donc réalisateur de Fatima. Réalisateur césarisé de Fatima, faut le dire. Qui était venu défendre un précédent film chez l'émission de Zemmour et Nolo, où déjà à l'époque ça parlait d'intégration, de djihad, machin truc, et tu te rends compte que ce mec, tout était abordé dans son film, mais il ne parlait jamais du film, il parlait que des sujets qu'il traitait. Tu te rends compte qu'aujourd'hui on n'a plus de cinéastes, on n'a que des sociologues, quoi. Oui, c'est-à-dire que je sais pas, imprégné d'une mission divine qui est on va parler de la société. Le cinéma doit servir à ça. Et comme tu as dit, les films de Marshall et tout ça, ils parlent aussi de la vie. C'est juste qu'eux, ils y mettent en plus l'effort, mais c'est ça qui leur dégoûte à ces gens-là. Parce que la plupart des cinéastes français estiment que le fond prime sur la forme. Et du coup, on s'en fout de faire des images crades, dégueulasses, que les acteurs soient pas toujours bons dans certains cas, puisque le message... C'est la sincérité entre guillemets. C'est le message, tu vois. Eh bien, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo, messieurs. On vous invite à rebondir sur les commentaires, ce que vous nous disiez d'accord, pas d'accord, et nous, on sera ravis de répondre sur Facebook à vos retours. Si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager auprès de vos contacts, auprès de vos amis. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.